zigotos. Damn les gens, vous voulez lire des livres énormes et secs? Coucou les loulous. Salut les piatchs. Bonjour mes chers compatriotes. Dans la vie, il y a des gens, ils ont des passions qu'ils apprécient réellement. Tu sais, ils y prennent du plaisir et tout. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est lire de la merde pour critiquer la merde que je lis. Parce que c'est marrant. C'est le serpent qui se mord la couille. C'est ça l'intro, niquez vos mères. La tentation de l'alpha. Par Lee Savino et René Rose. Alors juste, avant de commencer à vous décrire le livre et tout, je vous laisse, si vous en avez besoin, aller voir les trigger warnings en description. L'histoire nous parle de Kylie, c'est une jeune femme de 20 ans qui veut choper un taf chez la plus grande société de cybersécurité au monde, qui est appelée Secure. Dès le début, du coup, on assiste à son entretien d'embauche, pendant lequel elle reste bloquée dans l'ascenseur, dans le noir, avec un inconnu. Ils discutent et elle balance des dingueries sur le PDG ultra BG de la boîte, qui a toujours été son celebrity crush, you know. Elle dit notamment qu'il a une gueule à enfermer ses conquêtes dans un placard, pour les ressortir à la nuit tombée pour les fouetter. Mais coïncidence de fou malade, l'inconnu de l'ascenseur s'avère être le PDG ultra BG, qui n'est pas le moins du monde offusqué par les remarques cheloues de sa nouvelle recrue, puisque tout ce à quoi il pense, c'est que il aimerait bien lui fouetter le cul à elle. Malgré cette bourde, son entretien se déroule parfaitement bien, et elle obtient le job sans aucun problème, y compris en sachant que sa seule expérience professionnelle, c'était programmeuse dans le jeu vidéo. Ce qui du coup nous fait nous demander un peu pourquoi la meilleure entreprise de cybersécurité au monde voudrait l'embaucher elle. Et ensuite elle fait un petit écart sur son salaire, en nous disant que dans son taf dans le jeu vidéo, donc son premier taf en sortie d'école en tant que programmeuse dans le JV, elle gagnait 7000 par mois. Ça, c'est un vrai problème que je rencontre très souvent dans la littérature, et j'ai vu peu de gens s'en offusquer alors que ça me paraît essentiel, la crédibilité. Quand je vois ce genre d'erreur genre si bête, ça me sort immédiatement de ma lecture. Parce que je peux pas m'empêcher de me dire qu'au fond, l'auteur était pas vraiment investi pour pas prendre le temps de vérifier ce qu'il ou elle raconte. Et c'est loin d'être quelque chose qu'on voit uniquement chez les auteurs débutants. Par exemple, dans Misery de Stephen King, qui est quand même pas n'importe qui, il y a un truc, mais d'une stupidité. Genre, je me sens même moi-même conne de bloquer dessus. À un moment, on sait qu'une vache a du lait, alors qu'elle a jamais eu de veau. Les vaches, c'est comme tous les mammifères, ça produit du lait quand ça a des petits. C'est tout con. Mais quand je remarque ce genre d'erreur, je suis tout de suite moins investie dans le bouquin, parce que l'auteur l'a pas été assez pour se corriger. Revenons à nos moutons. L'histoire nous est racontée sous plusieurs points de vue, les deux principaux étant ceux de Kylie et du PDG, qui s'appelle Jackson. Du côté de Jackson, on aborde directement l'un des plus gros problèmes de ce roman. Il n'est pas humain. On apprend qu'au contact de Kylie, des symptômes de mutation sont apparus chez Jackson, aussi rapidement et brutalement que si j'étais un loup adolescent en train d'apprendre à muter. Nickel la zoophilie, hein. J'étais à 2 doigts de lui écarter les cuisses, de remonter sa jupe minuscule jusqu'à sa taille et de la posséder sur place. Nickel le consentement également, hein. On sait de Jackson donc qu'il est un métamorphe loup, qui n'a plus de meute depuis qu'il a quitté la sienne après avoir tué son beau-père, car celui-ci battait sa mère et a même fini par causer sa mort. Il a cependant quelques années plus tard dégoté un frère. En gros, Ouais, il l'a trouvé comme ça. Donc globalement, il s'était métamorphosé en loup, il se promenait dans la montagne et il est tombé sur un jeune loup métamorphe également, qui était à moitié mort, et il a décidé de le recueillir, il l'a retapé sur pied et maintenant ça fait plusieurs années qu'il le considère comme son petit frère. Sam, qui s'appelle le petit frère. Jackson nous dit aussi qu'il avait jamais ressenti de désir pour qui que ce soit, et que pourtant il a du mal à se contrôler auprès de Kylie. Et il nous dit que son loup a envie de la marquer comme sa compagne, ce qui consiste en une morsure spécifique auquel une humaine ne pourrait pas survivre. Au cours du livre, on aura principalement les points de vue de Kylie et de Jackson, mais il y en a 2 autres qui vont entrer en jeu à quelques reprises. Un fantôme du passé de Kylie et sa grand-mère. Et nous voilà du côté du fantôme, surnommé Gin Rummy, pseudo de merde, qui s'avère être un hacker. On apprend vite que Kylie est en fait
une génie de l'informatique et fut aqueuse dès sa jeunesse sous le pseudo Catgirl, ayant commis énormément de cambriolages avec ses parents, eux sur le terrain et elle derrière son PC. Mais ses deux parents sont tout dead et elle a emménagé avec sa grand-mère et cessé toute activité illégale. Jinremi fut brièvement l'un de ses camarades de hacking qui n'a jamais cessé de s'accrocher à elle. Il nous dit même qu'il la voit un peu comme sa petite amie virtuelle, même si elle n'est pas au courant. Pas glauque le type. On apprend de Jinremi qu'un certain MX l'a embauché pour créer un virus informatique étant destiné à détruire Secure, l'entreprise de Jackson, via Kylie en la faisant chanter avec ses méfaits passés. Réagis quand je dis des trucs. Oh l'enculé. Et notre premier indice sur l'identité réelle de Jinremi, c'est qu'il est un employé de Secure et on l'apprend parce qu'il a accès en interne à leur caméra de surveillance et s'en sert pour Mater les meufs qui urinent dans les toilettes. espionner Kylie. Ah oui. Du côté de Jackson, on apprend qu'il vit avec Sam dans une maison en pleine montagne afin qu'il soit caché et puisse muter et aller chasser comme ils en ont envie. Et que son loup a de plus en plus de mal à se contrôler au contact de Kylie. Ce qui donne lieu à une phrase qui donne une bonne petite envie d'énucléation oculaire. Mon loup veut baiser cette petite humaine sexy. Tu veux enlever la nuque à tes yeux? Alors, je referai un point tout à l'heure sur la zoophilie comme on l'entend de base, c'est-à-dire l'attirance d'un humain envers un animal. Mais dans ce bouquin, il y a aussi l'inverse, au final, l'attirance d'un loup pour une humaine. Et je trouve ça tout aussi chelou, hein. Le gars sait qu'il est un animal, et que quelque part il fait que se déguiser en humain, mais cette espèce de zoophilie inversée ne le dérange pas pour autant. Jackson tourne autour de Kylie et ils flirtent ouvertement ensemble, mais il finit par la repousser en lui disant qu'il est trop dangereux pour elle. Il est trop mysterious, you know. Il a peur de plus pouvoir se retenir et de muter pour la marquer, d'autant plus qu'un mâle alpha qui reste trop longtemps sans compagne finit par être atteint du mal de lune, ce qui le rend fou dingo. Ah ouais, ça s'appelle avoir les couilles bleues. Jackson mentionne rapidement Catgirl, l'alter ego de Kylie, comme étant son ennemi juré, seule personne ayant jamais réussi à hacker son entreprise. Cependant, Kylie n'avait rien dérobé, elle voulait seulement se mesurer à lui et prouver qu'elle pouvait le battre, ce qui énerve d'autant plus Jackson, qui ignore tout de l'identité de Catgirl. Kylie, elle, de son côté, reçoit une lettre et une clé USB d'un maître chanteur anonyme, que nous, en tant que lecteurs, on sait être MX, du coup, qui lui dit que si elle n'installe pas ce virus chez Secure, il donnera toutes les preuves qu'il a contre elle au FBI. Kylie, elle aime bien son taf, et elle aime bien Jackson. Et donc elle décide d'aller voir ce dernier pour tout lui avouer, en espérant qu'il comprenne. Elle se rend donc chez lui, sans qu'on sache comment elle a eu son adresse, et lui explique tout pour Catgirl et le maître chanteur. Elle lui suggère également de ne pas la virer et de la garder comme appât afin d'attraper le dit maître chanteur. Mais Jackson, il y réfléchit pas tout de suite, parce qu'il préfère punir Kylie d'avoir été vilaine en lui claquant le cul, et comme elle kiffe, il finit par enfiler 2 knackis dans son pain à hot dog. Enfile tes knackis dans mon pain à hot dog. Non, j'ai plus faim. J'y reviendrai plus tard, mais je vais quand même commencer à en parler maintenant. Le consentement. Typiquement dans cette scène, Jackson prend seul la décision de la claquer et de la triturer. Kylie ne lui dit absolument jamais être d'accord avec ça, elle ne consent juste pas. En tant que lecteur, on voit qu'elle aime ça et qu'elle en a envie, mais Jackson, lui, il peut pas savoir qu'elle accepte ses actes. C'est à la fois représentatif de la culture du viol, d'un défaut d'écriture sur lequel je reviendrai plus tard, et aussi d'un problème qui découle de la culture du viol en soi, mais que j'aimerais mentionner. Ce genre de romance en mode mystérieux, dark, ta mère, fait croire aux gens que le consentement, c'est pas sexy. Les relations sont tellement mal portrayées dans ces romances que ces scènes sans consentement sont présentées comme sexy, comme l'idéal du rapport sexuel même. Ce qui, évidemment, donne lieu à croire que le consentement explicite, c'est pas sexy. C'est quelque chose que pour le coup je vois énormément de monde dire, que s'assurer du consentement de son partenaire avant chaque acte, ça casse l'ambiance. Et non seulement c'est un problème, mais en plus c'est faux. Enfin, corrigez-moi si vous voulez, hein, mais qu'est-ce qui est le plus sexy entre un partenaire qui assume ce que vous voulez, ce que vous aimez, et qui fait ses trucs sans se soucier de votre avis, ou un partenaire qui prend le temps de s'intéresser, de décrire l'acte qu'il a envie de vous faire,
pour s'assurer que vous en avez envie et qui communiquent pour s'intéresser à votre plaisir. Moi, je préfère les lapins. Sors de chez moi. Oh. Après ça, Kylie rentre chez elle pour découvrir non seulement l'absence suspecte de sa grand-mère, et une deuxième lettre de MX, lui disant qu'elle aurait pas dû faire la maline, et juste installer le code, et que si elle ne le fait pas, sa grand-mère sera tuée. Oh. Kylie, effrayée par ce kidnapping, décide de faire croire à Jackson qu'ils sont encore du même côté, mais profite d'une absence de celui-ci dans son bureau pour installer le virus et s'enfuir. Ceci dit, elle ira pas bien loin, parce qu'au chapitre d'après, elle l'attend dans sa voiture à lui. Comment elle y est entrée ? Va te faire enculer. Et elle lui expose les raisons de sa trahison. Jackson, qui est en colère mais amoureux, il la prend à moitié en otage, genre il lui ordonne de rester chez lui et de tout faire pour remonter la trace du maître chanteur. Ça veut dire fais la cuisine. Le piratage de chez Secure fuite dans la presse et la police est aux trousses de Kylie, mais ne pensera jamais à regarder chez Jackson, alors on s'en branle. Et elle reste chez lui. La moitié du temps à traquer MX et l'autre moitié du temps à penser au sexe ou faire du sexe, parce que c'est grave le moment de se faire taper le cul quand ta grand-mère est en danger de mort. Voilà, soyons clairs, il n'y a pas de honte à avoir une libido quand t'as genre un proche à l'hosto, hein. Juste là, dans cette situation précise, c'est quasiment une question de minutes avant la mort de sa seule famille, quand même. J'imagine trop le discours à l'enterrement. « Je te demande pardon, mamie, j'aurais pu te sauver. J'avais tellement envie de me faire claquer le cul avec une cuillère en bois. » Parce que c'est ce qui se passe. Ouais, ça arrive réellement dans le bouquin. Arrive alors le fameux point de vue de la grand-mère, qui s'est pris plusieurs tirs d'armes à feu, mais a survécu, car elle non plus n'est pas humaine. Elle est en fait une métamorphe féline, une panthère, tout comme l'était la mère de Kylie. Une pantoufle. Moitié homme, moitié sandale. Cependant, Kylie n'ayant jamais montré le moindre signe de mutation, sa famille n'a jamais jugé bon de lui révéler ce secret. Du côté de notre super couple qui ne peut pas être en couple, ça baise, puis ça traque, puis ça baise, puis ça dort, puis ça baise, et comme les auteurs de ce torchon connaissent super bien l'anatomie féminine, on assiste à une scène où Kylie aspire la capote en contractant son col de l'utérus, et où Jackson se voit donc obligé de plonger récupérer la lampe dans la caverne aux merveilles. Ensuite ils dorment, puis ils baisent, et en fait non, la baisse s'interrompt parce que Kylie se retourne pendant la leule et voit que Jackson a des crocs inhumains. Graou. Elle s'enfuit en croyant à un vampire, mais il mute devant elle, lui raconte tout, et non seulement elle accepte les distances des loups-garous en 2 secondes, mais en plus elle flippe pas, et elle est pas repoussée. Bon, on a parlé de l'espèce de zoophilie inversée tout à l'heure, là on a la version normale. Enfin, normale, on se comprend. Évidemment c'est problématique, et encore, là je fais un résumé assez concis, mais en conclusion, je reviendrai sur quelques réflexions que se fait Kylie qui sont vraiment cheloues, et qui au final seront plus ou moins justifiées par rapport au scénario, mais bon, là où on en est dans l'histoire, on a une humaine qui découvre qu'elle baise avec un loup, et c'est tout. C'est pas remis en question une seule seconde. Le point de vue de Jean Remy nous apprend brièvement que le virus qu'a installé Kylie n'était en fait qu'une diversion pour le vrai virus, qui a effacé l'entièreté des données de Secure dans le but de demander une rançon à Jackson. Jackson reçoit le coup de fil du maître chanteur pour demander le fric, mais comme il a évidemment des sauvegardes des données de son entreprise, il s'en branle totalement. De son côté, Kylie arrive à remonter la trace non pas de MX, mais de Jean Remy, et se souvient également d'un site sur lequel elle était censée contacter sa grand-mère si jamais un jour il y avait un cas d'urgence ultime. Et elle envoie un message dans l'espoir que sa grand-mère y réponde. Jean Remy, lui, reçoit un message de Kylie l'invitant à la rencontrer sur le parking d'un aéroport, et il s'y rend. Sur place, il explique à Kylie qu'il a été engagé par MX, que sa grand-mère est probablement déjà morte, et il conseille à Kylie de quitter la ville et de s'enfuir tant qu'il a encore temps, parce que MX a certainement prévu de la tuer également. Pourquoi MX a prévu de la tuer ? Oui. Kylie ment à Jean Remy en prétendant accepter de partir sans tenter de se venger, et il s'en va. Mais Jackson, entre-temps, avait également remonté la trace de Jean Remy. Il avait compris de quel employé de Secure il s'agissait, et il l'avait suivi. Il surprend donc Kylie avec lui, et s'imagine donc que Kylie était de mèche avec Jean Remy depuis le début. Il rompt donc avec elle, s'empêchant de justesse de la violenter, et Kylie, plutôt que de tenter de s'expliquer, part en chialant genre «
Jackson, il veut plus de moi, c'est le cœur brisé. Mais plus tard, Jackson reçoit un appel de Garrett, le chef de la meute de loups de la ville d'à côté. La grand-mère de Kylie, qui, étant métamorphosée, avait sympathisé avec Garrett, a réussi à rejoindre le QG de sa meute et demandé à joindre Jackson et Kylie. Jackson fonce à leur rencontre et Mémé lui explique le kidnapping, comment elle a survécu grâce à son non-humanisme, et lui explique que Kylie est à moitié métamorphe, mais n'a jamais muté. Jackson comprend donc non seulement son erreur vis-à-vis de l'implication de Kylie dans toute cette histoire de hacking, mais il comprend également que Kylie pourrait survivre à sa morsure pour la marquer comme compagne, car elle n'est pas réellement humaine. Là, je vais faire une autre petite pause pour parler consentement, mais pas consentement sexuel cette fois. Le consentement, ça s'applique à tout, et là, clairement, on a un autre problème que le côté sexuel de la chose. Jackson se dit tout de suite « Oh, trop bien, je vais pouvoir la marquer !» Mais Kylie, elle a jamais accepté d'être marquée. Ils ont jamais eu la moindre conversation. Ils ont jamais eu la moindre conversation sur leur avenir ensemble. Ils ont même jamais ne serait-ce que mentionné ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Tout comme Jackson initie des actes sexuels sans sentir du consentement de Kylie, il vient de décider d'en faire sa femme sans lui demander si elle voulait le devenir. Kylie, donc, de son côté, s'est réfugiée dans un hôtel miteux et elle compte bien retrouver MX. Mais elle reçoit un appel de sa grand-mère qui lui explique tout pour le kidnapping, pour la panthère et pour la meute de loups voisine. Kylie encaisse sans trop de problèmes parce qu'on s'en fout, et avant d'aller voir sa grand-mère, elle décide de passer dans leur maison pour lui prendre des fringues propres. Je répète parce que la débilité de l'acte vous a peut-être échappé, elle décide de rentrer chez elle alors que le FBI la recherche et que quelqu'un dont elle ignore tout veut la tuer. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Elle, quand elle veut sentir la direction du vent, elle lèche le vent et elle met son doigt dans son cul. J'ai oublié le truc. Elle lâche son doigt, elle le brandit dans son cul, et puis hop, maintenant elle sait où c'est que le vent qui va. Évidemment, MX l'attend sur place, il la kidnappe dans le coffre de sa bagnole, et elle se retrouve dans un hangar. Sur 3 places, il y a 3 hommes inconnus, dont MX, et il y a également Jean Remy, visiblement pas ravi d'être là, mais menacé d'un flingue par les 3 autres. Kylie s'était en fait débrouillée pour geler toutes les transactions d'argent liées à toute l'affaire de hacking de Secure, et MX et ses compatriotes ont enlevé Jean Remy afin qu'ils tentent d'annuler ce gel. Mais en voyant qu'ils n'y arrivaient pas, ils en ont conclu qu'il leur fallait Catgirl en personne. Kylie fait donc semblant d'annuler le gel des transactions, mais en fait elle en profite pour contacter sa grand-mère en lui donnant autant de détails qu'elle peut sur sa position. La grand-mère prévient alors Garrett, qui prévient sa meute et Jackson, et tout le monde part à la recherche de Kylie. 1 heure plus tard, ils l'ont localisée, et ils débarquent dans le hangar, tous transformés en loups, pour la sauver. S'ensuit une bagarre entre loups et flingues où les loups gagnent, mais Jean Remy se prend une balle pour sauver Kylie et meurt. Et on s'en fout. Littéralement. Je le regarde tomber, vois son regard se figer. Merde, il vient de mourir pour me sauver. Et on n'en reparlera plus jamais. Puis Kylie prend une balle pour sauver Jackson, mais elle ne meurt pas, car elle réussit à muter en panthère pour guérir plus vite. Le lendemain, elle reprend forme humaine, déjà guérie, et la première pensée de Jackson va évidemment à la fessée qu'il va lui foutre pour avoir osé être blessé. Mais Sam interrompt ce fil de pensée totalement logique en disant que l'odeur de Kylie a changé. Jackson, Sam et la grand-mère se mettent tous à la sniffer et décrètent donc que cette odeur veut dire que Kylie est enceinte. Et comme la capote avait glissé plus tôt et que l'odorat vaut test de grossesse, c'est acté, ils vont devenir parents d'un bébé à la fois panthère, humain et loup. Une ellipse nous amène à l'épilogue 1 mois plus tard. Kylie a été innocentée, elle a repris son emploi chez Secure, elle a été marquée par Jackson et porte fièrement son enfant. Ça baise une dernière fois avant qu'on apprenne qu'elle et sa grand-mère ont emménagé avec Jackson et Sam, et tout va bien dans le meilleur des mondes, car ils ont construit leur propre meute. Revenons-y point par point. Déjà, qu'est-ce que c'est la dark romance ? C'est un sous-genre littéraire qui existe depuis déjà un bout de temps en vrai, qui a été grandement popularisé par 50 nuances degrés d'ailleurs, mais qui a vraiment explosé ces dernières années, et qui est très problématique, parce qu'il joue sur les frontières à la fois de la moralité et de la légalité. Dans ce livre-là, on a les problèmes principaux qui viennent du consentement et de la zoophilie. Mais j'ai vu passer des dark romances sur l'inceste, sur la zoophilie, mais beaucoup plus hardcore. Ou, pour citer un exemple qui vous parlera peut-être parce que c'est beaucoup plus connu, on a la saga Captive, ou encore 365 jours, qui a même eu une adaptation en film sur Netflix. Captive, comme 365 jours, romantise les kidnappings et les violences sexuelles.
J'ai entendu pas mal de gens dire mais c'est pas réel, alors c'est pas grave. Mais si, ça l'est, parce que ça normalise les relations abusives illégales, ça normalise les VSS. La culture du viol est omniprésente dans la dark romance. Et c'est d'autant plus grave que la cible de ces bouquins est super jeune. Dans La Tentation de l'Alpha, le meilleur exemple, c'est l'une des scènes de sexe où Jackson décide d'entrer par la porte des artistes sans demander son avis à Kylie. Mais il perd le contrôle et manque de peu de muter, alors il décide de la malmener, dirons-nous, afin de se satisfaire, en espérant que ça contentera son loup. Et là, on assiste à une scène qui est extrêmement violente, où Jackson fait toutes sortes de choses à Kylie, qui le supplie littéralement d'arrêter. Jackson sait qu'il lui fait mal, mais il continue, et il lui dit même qu'elle n'a pas le choix, parce que c'est le seul moyen d'empêcher son loup de la marquer. La scène ne s'arrête que quand Jackson se rend compte que Kylie pleure. Et malgré tout ça, c'est absolument pas désigné comme un viol. Kylie, elle a kiffé, et elle va même jusqu'à avouer ses sentiments pour Jackson juste après. La plupart du temps, dans ce bouquin, en ce qui concerne le consentement, on a affaire plus à un problème d'écriture que de consentement en soi. Je m'explique. L'auteur fait savoir au lecteur que Kylie est consentante, et donc ne se préoccupe pas de le faire savoir à Jackson. En tant que lecteur, on sait que Kylie accepte, mais Jackson, en tant que personnage, ne le sait jamais. Ça reste problématique parce que même si c'est qu'un défaut d'écriture à la con, quand il s'agit de consentement, c'est jamais anodin. Et ça reste des mises en scène d'actes sexuels sans consentement explicite qui ne sont pas désignés comme tels. Mais au moins, dans le reste des scènes, on savait quand même que Kylie était ok avec ça. Là, non. Là, dans cette scène-là, on le sait même pas. Elle se débat pas, elle sait pas vraiment de l'arrêter. En soi, elle a presque l'air de prendre du plaisir, mais Jackson ne lui demande jamais si elle est consentante. Il s'en fout de ses demandes, il s'en fout de lui faire mal. Et en plus, il la manipule en lui disant que s'il ne le fait pas, il va la marquer. Et non seulement Jackson n'a jamais son consentement, et non seulement le lecteur ne l'a pas non plus pour cette scène, mais en plus, ce chantage rendrait le non impossible. Un oui, c'est un oui que s'il est dit sans contrainte et sans peur. Là, même si elle avait dit oui, bah, ça aurait été uniquement par peur de l'alternative. Alternative qui risquerait de lui coûter la vie. Aucune des scènes de sexe du livre n'est faite avec consentement explicite, mais celle-ci, elle était particulièrement hardcore. En dehors du problème de consentement, on a aussi d'autres formes de sexisme. Jackson est extrêmement dominant et possessif, je cite quelques répliques. Je pourrais te mentir et te faire croire que tu as le choix, mais tu es ma compagne, c'est un fait. Tu es mienne. Où que tu ailles, je te suivrai. Si tu te caches, je te trouverai. Alors s'il te plaît, facilite-nous les choses et dis-moi que tu ne me quitteras plus. Jackson m'attrape par le bras et me tourne pour me donner une tape sur les fesses. Rentre à l'intérieur, femme, je t'avais dit de ne pas ouvrir cette porte. On a aussi pas mal d'allusions au fait qu'ils font un mâle à une femelle. Et je veux bien prendre en compte le côté bestial, vu que c'est des métamorphes, mais ils vivent une vie d'humain. D'autant plus que Kylie, elle va parfois jusqu'à dire qu'elle se sent à sa place que maintenant qu'elle s'est trouvée un homme, ou même maintenant qu'elle s'est soumise à lui. On rajoute par-dessus le côté contrôlant de Jackson, le côté excessivement dominateur. À la fin, on apprend même qu'il refuse qu'elle mange par elle-même, c'est lui qui la nourrit. Ou encore lorsqu'il dit que Kylie est une femelle alpha, mais qu'une femelle n'est alpha qu'avec les autres femelles et doit quand même se soumettre à son mâle. On a aussi un commentaire que j'ai même pas compris, tellement il fait aucun sens. Je n'arrive pas à déculpabiliser d'avoir pris sa virginité sans lui demander sa permission, et sans même me protéger. Alors déjà, je vois pas comment en tant qu'auteur tu écris ça sans te rendre compte que tu viens d'écrire un viol, et aussi je vois pas en quoi une femme non vierge mériterait moins le consentement et la protection. Et du côté de Kylie, on a aussi des réflexions ignobles. Par exemple, il n'est pas en train d'essayer de me séduire, mais... Oh là là, rien que les mots harcèlement sexuel enflamment mon corps. Mais t'es fou, toi. Côté zoophilie, c'est déjà plus nuancé, si je puis dire. Il n'y a aucune scène de sexe entre animaux, ni entre humain et animal, bien heureusement. Ça reste super étrange. Encore une fois, il y a des réflexions de la part de Kylie qui sont vraiment dégueulasses. Par exemple, lorsqu'elle dit que le fait de savoir que Jackson est un loup le rend encore plus attirant, ou qu'elle n'avait jamais été amoureuse avant parce que c'est pas d'un homme dont elle a besoin. C'est justifié par le scénario, parce qu'au final Kylie n'est pas vraiment humaine, mais pendant les 3/4 du bouquin, on assiste quand même à la relation entre un loup et une humaine, et certes Jackson est toujours sous forme humaine quand ils fusionnent leur portail du Nether, mais ça reste vraiment étrange. D'un autre côté,
Si je compare au même type de fiction, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est plus étrange qu'une relation entre vampire et humain? Dans Twilight, la personnage principale sort avec un vampire, et on a même un triangle amoureux avec un loup-garou également, et j'ai rarement vu les gens se poser la question de la zoophilie, ou même de la nécrophilie, vu qu'un vampire est techniquement mort d'ailleurs. Ça me mettra toujours autant mal à l'aise, ce sera toujours aussi cringe, mais j'avoue que sur ce point-là, c'était pas aussi catastrophique que ce à quoi je m'attendais. Après, c'est pas parce que le caca t'a pas fait vomir que c'est pas du caca. Pour parler un peu d'autres choses que j'ai notées, en ce qui concerne la manière de fonctionner des meutes par exemple, en dehors du fait que ces histoires d'alpha, etc., ce sont que des idées reçues, et qu'en réalité ce comportement n'est absolument pas naturel chez les loups, puisqu'il a jamais. Enfin, il a pu être observé que chez certains loups, et uniquement élevés en captivité depuis leur naissance. Et puis juste, les relations sonnent faux. La relation entre Sam et Jackson, elle est nulle à chier. Il y a un bref moment de tendresse qui tient sur 3 mots dans tout le bouquin, et le reste du temps, leur relation, c'est Jackson qui donne des ordres et Sam qui obéit. Non seulement c'est pas l'idée que je me fais d'une relation fraternelle, mais c'est même pas l'idée que je me fais d'une relation avec un chien. Ton chien, tu lui donnes de l'affection, pourquoi pas à ton ref en fait? Bref, il y a trop de trucs pour passer individuellement dessus. Alors pour conclure, je dirais quand même que l'expérience scientifique qu'a été cette lecture a donné des résultats. Et aussi cringe, mal écrit et problématique que ce soit, bah, je comprends ce qui fait le succès de ce genre de fiction. On est sur un roman qui s'adresse aux jeunes adultes, on a un scénario très rempli qui laisse jamais le temps de s'ennuyer, on a une écriture qui, si elle reste très banale et contient des fautes d'auteur débutant, bah, est très fluide et facile à lire. On ajoute à ça le sexe qui fait toujours vendre, des relations de domination-soumission qui sont largement fantasmées, et des personnages non humains comme dans Twilight, et bam, on a un best-seller chez les gens qui veulent des lectures pas prises de tête. Est-ce que c'est bon pour autant? Pas du tout. Est-ce que je le recommanderais? Absolument pas. Mais honnêtement, si on enlevait rien que le problème du consentement, bah, j'avoue que j'aurais du mal à voir ce qui rendrait ce torchon plus problématique que n'importe quelle histoire de vampire. Globalement, en tant que woke, islamo-gauchiste, tout ce que vous voulez, j'en reviens toujours au même point. Le viol, c'est caca, faut pas faire ça. Du coup, lecture ou torture? Je dirais qu'on est vraiment à la limite entre les deux. Ça n'a pas été dur à lire, dans le sens où, comme le scénario est très rempli et que l'écriture reste fluide, même si elle est très simple, ça va dans l'absolu. C'est vraiment les problématiques de consentement qui le font basculer du côté torture. Je dirais quand même plus torture que lecture au final. Voilà, bah c'est la fin de la vidéo, alors au revoir.